Tu n'es même pas sur le testament, ma chérie. La voix de ma belle-mère, Béatrice, a tranché l'air de la cuisine comme un couteau à pain, décontractée et précise. Alors, je ne m'installerai pas trop confortablement à cette table à ta place. C'était le 14 juillet et toute la famille Callaway s'était réunie dans la maison de vacances de ma grand-mère au bord du lac d'Annecy, en Haute-Savoie. L'air sentait le charbon de bois et la lavande. Des guirlandes bleues, blancs, rouges pendaient aux poutres de la terrasse et quelqu'un avait piqué un petit drapeau tricolore dans chaque plateau de fromage sur la table. Ma grand-mère, Thérèse, siégeait en bout de table sur la grande terrasse en bois. Ses cheveux blancs étaient relevés par une pince en écaille de tortue, et ses yeux parcouraient lentement la famille comme si elle lisait une pièce remplie de preuves. Elle venait de distribuer 4 enveloppes, une pour moi, une pour ma demi-sœur Camille, une pour mon demi-frère Maxime, et une pour mon frère biologique Lucas, qui n'était pas venu parce qu'il avait un « truc » à Marseille, ce qui signifiait en réalité qu'il évitait notre père. Comme à chaque fête depuis qu'il avait eu 18 ans et qu'il était parti. J'ai ouvert mon enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 15 000 €. Mon nom y était inscrit en lettres d'imprimerie soignées, Élodie Callaway. Je l'ai fixé intensément. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un dans cette famille m'avait donné quoi que ce soit sans condition. Avant que je puisse dire un mot, Béatrice m'a arraché le chèque des doigts. Elle l'a brandi face à la lumière comme s'il s'agissait d'un faux billet dans une station-service. « Oh, Thérèse, dit-elle de cette voix mielleuse qui me donnait toujours la chair de poule. C'est tellement généreux, mais ce chèque provient de ce vieux compte du Crédit Mutuel que tu as fermé au printemps dernier. Tu te souviens ? Nous en avons parlé. Tu ne peux pas continuer à faire des chèques sur des comptes clôturés. C'est déroutant pour tout le monde. » Ma grand-mère n'a rien dit. Elle a pris son verre de thé glacé et a bu une longue gorgée. Maxime, le fils de Béatrice né de son premier mariage, n'a même pas ouvert son enveloppe. Il l'a déchirée en deux et a laissé tomber les morceaux sur son assiette comme des confettis. « C'est l'intention qui compte, mamie Thérèse, dit-il la bouche pleine de salade piémontaise. Peut-être l'année prochaine. Contente-toi de cartes cadeaux. » Camille, ma demi-sœur, a hésité. Elle m'a regardé, puis a regardé Béatrice, avant de froisser son enveloppe et de la jeter dans la poubelle près du barbecue. « Désolée, mamie, a-t-elle chuchoté. Je ne veux pas créer d'histoire. J'ai regardé Thérèse. Elle m'observait avec ses yeux bruns perçants, ceux qui ne rataient jamais une virgule mal placée. Et puis, si rapidement que j'ai cru l'avoir imaginé, elle a pressé son index sur ses lèvres. J'ai glissé le chèque dans l'enveloppe et je l'ai mis dans ma poche. Personne n'a rien remarqué. Personne ne me remarquait jamais. Laissez un commentaire pour me dire, vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille ? Pas parce que vous étiez discret, mais parce qu'ils avaient décidé que vous ne comptiez pas. Je veux vous lire. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'étais allongée dans la petite chambre d'amis au 2e étage, celle sous les combles avec la fenêtre qui fermait mal, écoutant le clapotis du lac contre le ponton. Le chèque était sur la table de chevet à côté d'un verre d'eau et d'un vieux roman policier que Thérèse avait laissé là. À 8h15 le lendemain matin, je suis allée en ville. La banque était un petit bâtiment en pierre sur la rue principale, coincé entre une quincaillerie et une boulangerie qui sentait bon le pain chaud et le café serré. Je suis entrée et j'ai tendu le chèque à une employée nommée Chantal, une femme avec des lunettes de lecture au bout d'une chaîne et un mug qui disait « Meilleure tata du monde ». J'ai besoin de savoir si ce chèque est valide, ai-je dit. Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient dans mes poches. Chantal a tapé sur son clavier. Elle a plissé les yeux. Elle a encore tapé. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression de surprise professionnelle. « Ce chèque est tiré sur un compte actif », a-t-elle dit. « Les fonds sont disponibles. Souhaitez-vous le déposer ?» J'ai acquiescé. Elle a tamponné le chèque. L'imprimante a crépité. J'ai regardé le montant sur le reçu, 15 412,16 €. Les 412 € étaient à moi, économisés après des mois de mission en freelance pour des petites entreprises qui n'avaient pas les moyens de se payer un cabinet d'audit. Les 15 000 € venaient de Thérèse.
Je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai appuyé mon front contre le volant. C'était vrai. Le chèque était réel, ce qui signifiait que Béatrice avait menti, et qu'elle mentait probablement sur beaucoup d'autres choses. Il faut comprendre comment fonctionne la famille Callaway pour comprendre pourquoi un chèque de 15 000 € m'a fait pleurer dans une voiture. Ma mère, Margot, est morte quand j'avais 11 ans. Un cancer foudroyant, brutal, définitif. C'était une professeure de mathématiques au collège qui adorait les mots croisés et tenait un tableur budgétaire qu'elle mettait à jour chaque dimanche soir. Elle m'a appris que les chiffres ne mentent jamais. Ce sont les gens qui mentent. Les chiffres, eux, attendent juste que quelqu'un d'honnête vienne les lire. Mon père, Jean-Pierre, s'est remarié 14 mois plus tard. Béatrice de Richemont, une femme dont la richesse familiale remontait à 3 générations mais dont la compassion ne dépassait pas l'épaisseur d'une feuille de papier. Béatrice a amené Maxime avec elle. Maxime avait 2 ans de plus que moi, bruyant, sûr de lui et spectaculairement médiocre dans tous les domaines mesurables. Mais Béatrice s'assurait que le monde le traite comme un prodige. Coach de tennis privé, cours particuliers de haut niveau, une BMW neuve pour ses 18 ans. Moi, j'ai eu une calculatrice graphique d'occasion et le rappel constant que les grandes écoles ne sont pas faites pour tout le monde. J'ai fait mes études dans une faculté publique. J'ai choisi l'expertise comptable parce que j'étais douée avec les chiffres, comme ma mère, et parce que personne chez les Callaway ne pensait que la comptabilité méritait qu'on s'y attarde. Élodie s'occupe des déclarations, c'est ainsi qu'il me décrivait lors des dîners mondains, de la même manière qu'on dirait « Élodie nourrit le chat ». C'était une corvée que quelqu'un devait faire, et j'étais ce quelqu'un. Il y a 3 ans, je vivais dans un studio à Lyon qui avait un radiateur avec 2 options, volcanique ou en panne. Je travaillais 60 heures par semaine dans un petit cabinet, gagnant péniblement 2200 € par mois. J'ai demandé à mon père de m'aider pour la caution d'un appartement décent. Juste 2000 €. Il s'est calé dans son fauteuil en cuir dans son bureau, celui que Béatrice avait redécoré avec des boiseries et des peintures de chevaux que personne n'avait jamais montées, et il a secoué la tête. Élodie, on aimerait beaucoup t'aider, mais l'argent manque en ce moment, tu comprends ? Tu es comptable, non ? Budgétise mieux. L'argent manquait. J'ai entendu ces mots un mardi. Le jeudi, Maxime postait une photo Instagram depuis un complexe de luxe aux Maldives. En légende, il remerciait maman et papa pour ce voyage d'anniversaire. La nuitée coûtait 1400 €. Je le savais parce que j'avais fait le rapprochement bancaire des cartes de crédit de la famille le mois précédent. Il ne prenait même pas la peine de me le cacher parce qu'il pensait que je ne faisais pas attention. Mais le truc avec les comptables, c'est que faire attention est littéralement notre métier. Ma mère me l'avait appris. Les chiffres attendent que quelqu'un d'honnête les lise. J'étais honnête et je lisais. Il y a 2 ans, j'ai découvert l'existence du fonds fiduciaire. Pas par mon père, ni par Béatrice, mais par une lettre arrivée chez Thérèse, qui m'avait été transmise par erreur. C'était un relevé trimestriel d'une société de gestion de patrimoine dont je n'avais jamais entendu parler. Il affichait un solde de 520 000 € dans un fonds établi par ma grand-mère maternelle, Madeleine, décédée quand j'avais 9 ans. Le fonds devait m'être versé à mes 25 ans. J'en avais 27 quand j'ai trouvé cette lettre. Je n'en avais jamais vu la couleur. Quand j'en ai parlé à mon père, il n'a pas scié. Ce fonds a été restructuré il y a des années, a-t-il dit. Le capital a été déplacé vers un compte d'investissement familial pour l'optimisation fiscale. Béatrice et moi le gérons pour ton compte. Quand le moment sera venu, nous le débloquerons. Quand le moment sera venu. Cette phrase me hantait. J'ai demandé à voir les relevés. Il a dit que le conseiller financier les enverrait. Ils ne sont jamais arrivés. J'ai redemandé. Il a dit qu'il allait s'en occuper. Il ne l'a pas fait. J'ai demandé une 3e fois et Béatrice m'a prise à part. Élodie, dit-elle, sa main manucurée posée sur mon épaule comme une griffe enveloppée de soie. Ton père et moi avons protégé cet argent pour toi parce que, franchement, tu n'as pas la sophistication financière pour gérer une telle fortune. Tu es une petite comptable. Tu équilibres des carnets de chèques.
Ça, c'est différent. C'est du vrai argent. Je suis expert comptable diplômé, ai-je répondu. Elle a souri. Exactement. Tu travailles pour les autres. Tu ne bâtis rien. Fais-nous confiance. Nous savons ce que nous faisons. J'ai arrêté de poser des questions, mais je n'ai pas arrêté de compter. Assise sur ce parking de banque, j'ai refait le calcul une fois de plus. La BMW de Maxime, les frais de scolarité de l'école privée de Camille, la rénovation de la cuisine, le bateau, les voyages, les investissements dans la série d'idées commerciales ratées de Maxime, un food truck qui n'a jamais quitté l'allée, une marque de vêtements qui n'a produit aucun vêtement. Un placement en crypto-monnaie qui s'est évaporé en 6 semaines. 520 000 € ne durent pas longtemps quand 5 personnes les dépensent et qu'une seule personne les a gagnés. Je suis allée chez Thérèse, pas à la maison du lac où la famille séjournait, mais sa vraie maison, une vieille demeure bourgeoise sur une colline à l'extérieur de la ville, entourée de bouleaux et absolument silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge comtoise dans le hall. Elle était dans son bureau, assise à son secrétaire, une tasse de café noir fumant à côté d'une pile de bloc-notes. Elle n'avait pas l'air fragile. Elle ressemblait à une femme qui faisait de l'arithmétique mentale depuis 81 ans et qui ne s'était jamais trompée d'un centime. « Tu es allée à la banque » dit-elle sans se retourner. « Le chèque est passé » ai-je répondu. 15 000 €. C'est réel. Bien sûr que c'est réel. Elle se tourna vers moi. Je suis vieille, Élodie. Je ne suis pas incompétente, contrairement à ce que ta belle-mère raconte au notaire dès qu'elle en a l'occasion. Le fonds fiduciaire, ai-je dit. Ils l'ont pris. Thérèse resta silencieuse un moment. Ta grand-mère Madeleine avait mis cet argent de côté parce qu'elle pensait que tu étais la seule dans cette famille à comprendre la valeur de l'argent. Elle avait raison. Jean-Pierre m'a dit que tu avais signé un report de versement. Il m'a montré une lettre avec ta signature. Je n'ai jamais rien signé. Je le sais maintenant, dit Thérèse. Mais j'ai besoin de plus que de simples soupçons. Béatrice chuchote à mon avocat que je perds la tête. Si je les accuse sans preuves irréfutables, ils demanderont une mise sous tutelle et je perdrai le contrôle de tout avant d'avoir pu te protéger. Tout, ça représente combien ? Thérèse me regarda par-dessus ses lunettes. Le patrimoine est estimé à environ 12 millions d'euros. La maison du lac, cette propriété, les comptes d'investissement, les terres forestières dans le Jura. J'avais prévu de diviser équitablement. Mais s'ils ont commis une fraude, la clause du testament est claire. La fraude annule le legs. Je me suis assise. Mes mains ne tremblaient plus. À la place, il y avait quelque chose de froid et de précis, ce sentiment que j'éprouve quand j'ouvre un tableur et que je sais que quelque part dans la colonne J, quelqu'un a menti. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Thérèse décrocha le téléphone. Je vais appeler ton père. Je vais lui dire que je veux restructurer la distribution de l'héritage. L'accélérer. Éviter les frais de succession. Mais j'aurai besoin d'un audit financier complet d'abord. Les documents du fonds, les relevés d'investissement, tout doit être mis sur la table. Je leur donne 72 heures. Ils vont tout fabriquer, ai-je dit. Thérèse sourit. C'était le sourire d'une femme qui avait survécu à un mari, 2 récessions et 70 ans de gens qui l'avaient sous-estimé. J'y compte bien. Elle composa le numéro. J'écoutais en haut-parleur. Jean-Pierre, dit-elle, sa voix paraissant soudainement frêle et hésitante. Une performance si convaincante que j'y ai presque cru moi-même. J'ai réfléchi. Je ne veux pas que vous vous battiez pour l'héritage quand je ne serai plus là. Je veux tout restructurer maintenant. Transférer les actifs majeurs dans un trust familial avec Béatrice et toi comme co-gérant. J'entendis mon père inspirer brusquement. Maman, c'est incroyablement généreux. Nous pouvons passer ce soir. Pas encore, dit Thérèse. Mon notaire, maître Lefebvre, veut d'abord voir une comptabilité complète. Le fonds de Madeleine pour Élodie, les registres d'investissement, tout. Juste pour confirmer que tout a été géré correctement. Apportez tout à son étude vendredi matin. Une fois que maître Lefebvre aura validé,
nous avancerons. Bien sûr, dit mon père. Sa voix vibrait d'une cupidité à peine contenue. Nous avons tout organisé. Aucun problème. Thérèse raccrocha et me regarda. Maintenant, on observe. C'est là que l'avantage d'être la comptable invisible de la famille entre en jeu. Pendant 6 ans, j'avais fait les impôts des Callaway. J'avais configuré leur logiciel de comptabilité. J'avais organisé leur stockage en ligne. J'avais configuré le Google Drive familial partagé parce que Béatrice m'avait appelé en panique à 23h un soir parce qu'elle ne comprenait pas comment télécharger un PDF. Il n'avait jamais changé les mots de passe. Il n'avait jamais restreint mes accès. Il n'y avait même pas pensé parce que je n'étais qu'Élodie, la fille qui équilibre les comptes. On ne verrouille pas la porte quand on pense que la personne à l'intérieur est trop stupide pour comprendre ce qu'elle regarde. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté au drive de la famille. Pendant les 12 premières heures, rien ne se passa. Puis, à 22h47 le mercredi soir, les téléchargements commencèrent. J'ai regardé les notifications défiler sur mon écran comme un téléscripteur annonçant une catastrophe boursière. Brouillon résumé fonds de placement.xlsx, ajouté par Jean-Pierre Callaway. Modèle relevé bancaire.pdf, ajouté par Béatrice Callaway. Résumé fonds V2.xlsx, ajouté par Jean-Pierre Callaway. Fonds Madeleine Weston final.pdf, ajouté par Béatrice Callaway. Notification de suppression, brouillon résumé fonds 2.xlsx, supprimé par Béatrice Callaway. Ils étaient en train de recréer les dossiers de toutes pièces parce que les originaux n'existaient plus, puisque l'argent avait disparu. Ils ne savaient pas que Google Drive garde un historique des versions de chaque fichier. Ils ne savaient pas que les fichiers supprimés vont dans une corbeille qui les conserve pendant 30 jours. Ils ne savaient pas parce qu'ils n'avaient jamais demandé, et ils n'avaient jamais demandé parce qu'ils me considéraient comme un meuble. À 2h13 du matin le jeudi, le fichier final est apparu, relevé complet fonds madeleineWeston.pdf. Je l'ai téléchargé. Pour une personne normale, il semblait parfait. Il y avait le logo de la banque. Il y avait la bonne adresse et le bon numéro de téléphone. Il affichait un solde actuel de 520 000 €, réparti proprement entre 3 fonds communs de placement. Il y avait les rendements trimestriels, l'historique des transactions et le barème des frais de gestion. C'était professionnel, détaillé et exhaustif. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis une experte comptable qui a passé 4 ans à auditer des états financiers pour gagner sa vie. Un document n'est pas seulement des mots et des chiffres sur une page pour moi. C'est un système. Et les systèmes ont des règles. J'ai ouvert le document dans Excel et j'ai commencé à le disséquer. La première chose que j'ai vérifiée, c'est la cohérence mathématique. Dans un vrai relevé bancaire, chaque chiffre est relié aux autres. Les dividendes s'ajoutent aux totaux de réinvestissement. Les frais de gestion réduisent le solde selon un pourcentage précis. Leurs chiffres ne correspondaient pas. Les dividendes du 3e trimestre indiquaient 4 215 € réinvestis dans le fonds de croissance, mais le solde du fonds n'augmentait que de 3 800 € entre le 2e et le 3e trimestre. Il y avait un écart de 415 €. Une vraie banque ne produirait jamais un relevé avec un tel écart parce que les logiciels génèrent ces chiffres automatiquement. Un humain qui invente des données ne le remarque pas parce qu'il ne pense pas en termes de rapprochement bancaire. Moi, si. Ensuite, j'ai vérifié la mise en forme. La banque qu'ils essayaient d'imiter utilise un modèle de rapport propriétaire. Leur relevé utilise la police Garamond en taille 11 pour le corps du texte et Helvetica Neue en taille 9 pour les notes de bas de page. Le document créé par Béatrice utilisait Times New Roman en taille 12 partout, ce qui est la police par défaut de Microsoft Word. C'est comme se présenter à un gala de charité en short de randonnée. Si vous savez ce que vous regardez, ça hurle la fraude. Puis j'ai vérifié les données de performance des fonds. Ils avaient listé 3 fonds avec leur code ISIN. J'ai récupéré les rendements historiques réels sur la base de données publiques de Morningstar et j'ai comparé ligne par ligne. Leur rendement trimestriel fabriqué était proche, mais pas exact. Au 2e trimestre, ils indiquaient un rendement de 1,87% pour le fonds obligataire. Le rendement réel était de 1,62%.
Ils n'avaient pas vérifié. Ils avaient deviné, et ils avaient mal deviné. Enfin, j'ai vérifié les métadonnées. Les propriétés du PDF montraient qu'il avait été créé le mercredi à 23h58 à l'aide de Microsoft Word 2019. Le champ « Auteur » indiquait « Surface Pro de Béatrice ». Un relevé bancaire légitime serait généré par le logiciel de reporting de la banque, pas construit sous Word sur un ordinateur personnel à minuit. J'ai tout sauvegardé. Le fichier, l'historique des versions, les journaux de suppression, le rapport de métadonnées, la comparaison Morningstar, le détail du rapprochement. J'ai tout mis sur une clé USB cryptée que j'ai verrouillée dans la boîte à gants de ma voiture. Puis j'ai appelé Thérèse. Ils ont utilisé Times New Roman, ai-je dit. Il y eut un silence. Puis Thérèse éclata de rire. Un rire franc, sonore et tranchant. Le son d'une femme qui attendait depuis très longtemps que quelqu'un dans cette famille fasse enfin son travail correctement. On se voit vendredi, dit-elle. L'étude de Maître Lefebvre se trouvait au 3e étage d'un immeuble bourgeois dans le centre d'Annecy. C'était le genre d'office notarial qui n'avait pas été redécoré depuis 1994. Moquette vert foncé, diplômes encadrés et une table de conférence pouvant accueillir 12 personnes, mais qui n'en recevait généralement que 3. Ce vendredi matin, nous étions 7. Maître Lefebvre en bout de table, Thérèse à sa gauche, moi dans un coin près de l'écran plat fixé au mur, mon sac d'ordinateur sur les genoux. Et à 10h pile, les doubles portes s'ouvrirent pour laisser entrer mon père, Béatrice et Maxime. Béatrice portait un tailleur crème et des boucles d'oreilles en diamant. Jean-Pierre avait mis son plus beau costume bleu marine. Maxime les suivait, un peu gauche dans une veste dont l'étiquette dépassait encore du col. Il ressemblait à une famille arrivant pour une signature de vente, prêt à empocher le chèque. Ils ne m'ont pas regardé. Pour eux, je faisais partie du décor. Une assistante technique. Une multiprise avec un pouls. Merci à tous d'être venus, commença Maître Lefebvre en ajustant ses lunettes. Thérèse a demandé un examen complet du fonds Madeleine Weston avant de procéder à la restructuration du patrimoine. Jean-Pierre, je crois que vous avez apporté la documentation. Mon père posa un porte-document en cuir sur la table. Le bruit sourd qu'il produisit était celui d'un homme qui pensait hériter de 12 millions d'euros. Tout est là, dit-il avec un sourire si confiant qu'il en devenait indécent. Le fonds a été géré de manière prudente. Le solde est solide. L'argent d'Élodie est en sécurité. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, dit doucement Thérèse. Élodie, est-ce que tu pourrais afficher ça sur l'écran ? En grand, pour que je puisse suivre. Jean-Pierre me jeta un coup d'œil. Allez-y, dit-il, comme on ordonne à un chien de rapporter une balle. Béatrice se pencha vers moi. Juste la page de résumé, chuchota-t-elle. Ne complique pas les choses. Bien sûr, répondis-je. Je suis doué avec les chiffres. J'ai connecté mon ordinateur à l'écran mural. J'ai affiché leur PDF. Le relevé occupait tout l'écran. 520 000 €. 3 fonds. 12 trimestres de données de performance. Ça semblait propre. Tout est en ordre, affirma Jean-Pierre. Comme vous pouvez le voir. En fait, l'interrompis-je, j'aimerais passer en revue quelques détails, puisqu'il s'agit d'un audit formel. Jean-Pierre s'agita sur sa chaise. La mâchoire de Béatrice se crispa, mais il ne pouvait pas s'y opposer. Pas devant le notaire. Pas sans donner l'impression d'avoir quelque chose à cacher. Bien sûr, dit Béatrice avec un sourire qui aurait pu couper du verre. J'ai commencé par les mathématiques. Ce relevé indique 4 215 € de dividendes au 3e trimestre réinvestis dans le fonds de croissance, dis-je en surlignant la cellule. Mais le solde du fonds n'a augmenté que de 3 800 € entre le 2e et le 3e trimestre. Il manque 415 €. Des arrondis, lança rapidement Jean-Pierre. Les arrondis ne créent pas un écart de 415 € dans un document généré par ordinateur, répondis-je. Les logiciels bancaires calculent cela au centime près. C'est une obligation légale. Le silence tomba dans la pièce. Je passai à la mise en forme.
La banque dont vous utilisez le logo utilise la police Garamond pour le texte et Helvetica pour les notes, dis-je. J'affichais un vrai relevé de la banque que j'avais trouvé sur leur site internet. Je le mis côte à côte avec le leur. Votre document utilise la Police Times New Roman. C'est la police par défaut de Microsoft Word. Le visage de Béatrice devint livide. Pas blanc, mais gris. Comme du béton en hiver. Je passais aux données des fonds. Voici les rendements trimestriels réels pour chacun de ces 3 fonds, tirés directement de Morningstar, dis-je en affichant la comparaison. Au 2e trimestre, vous indiquez 1,87%. Le rendement réel était de 1,62%. Au 4e trimestre, vous indiquez 3,41% pour le fonds Action Internationale. Le rendement réel était de 2,98%. Aucun de vos chiffres ne correspond à la réalité du marché. Maxime fixait ses mains. Jean-Pierre agrippait le bord de la table. Béatrice était parfaitement immobile, comme une femme calculant mentalement le nombre de sorties de secours dans la pièce. Et enfin, ajoutai-je, en affichant l'écran des métadonnées. Ce document a été créé mercredi soir à 23h58. Le logiciel utilisé est Microsoft Word 2019. L'auteur mentionné est Surface Pro de Béatrice. Je laissais les mots flotter dans l'air. Un vrai relevé bancaire ne serait pas rédigé sous Word sur un ordinateur personnel à minuit, 2 jours avant un rendez-vous chez le notaire. Je me tournai vers mon père. Il refusait de croiser mon regard. Vous n'avez pas géré ce fonds, lui dis-je. Vous l'avez dépensé. Et quand on vous a demandé de prouver qu'il existait encore, vous avez fabriqué un faux relevé, rempli de chiffres inventés. En pensant que personne ne vérifierait parce que la seule personne capable de le faire dans cette famille est celle que vous traitez de simple petite comptable depuis 10 ans. Béatrice explosa. C'est absurde. Elle manipule les données. Les données sont à l'écran, Béatrice, l'interrompit maître Lefebvre. Sa voix était calme et absolument glaciale. Les métadonnées proviennent de votre propre appareil. Les chiffres ne concordent pas. Et vous avez soumis ce document à une étude notariale en certifiant son exactitude. Est-ce que vous comprenez les implications juridiques? Silence total. Jean-Pierre s'éclaircit la gorge. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Nous avons eu des problèmes de trésorerie il y a quelques années. Nous avons emprunté au fonds temporairement. Nous avions l'intention de tout rembourser. Et combien avez-vous remboursé? Demanda le notaire. Jean-Pierre ne répondit pas. Combien, Jean-Pierre? Demanda Thérèse. Sa voix ne tremblait plus du tout. Elle était d'acier. Rien, finit par dire mon père. Nous l'avons utilisé pour le train de vie, les affaires de Maxime, les travaux de la maison. On allait le rendre. Maître Lefebvre ouvrit un dossier. Il lut un document que je n'avais jamais vu. Quelque chose que Thérèse et lui avaient manifestement préparé. Le testament de Thérèse inclut une clause de déchéance pour fraude ou malversation, dit-il. Tout bénéficiaire reconnu coupable de fraude financière, de faux ou de déclaration mensongère perd ses droits à la succession. La part confisquée est redistribuée aux autres bénéficiaires. Il ferma le dossier. Jean-Pierre, Béatrice, vous avez soumis un faux document financier à cette étude. Vous avez avoué avoir détourné 520 000 € d'un fonds protégé. Selon les termes du testament, votre part combinée des 12 millions d'euros est désormais nulle. Béatrice repoussa sa chaise violemment. Vous ne pouvez pas faire ça. On va contester. On va vous attaquer en justice. Je vous en prie, faites-le, répondit maître Lefebvre. Mais je dois vous signaler que le rapport de métadonnées, l'historique de Google Drive et la comparaison des rendements ont déjà été transmis au procureur de la République. La suite pénale ne dépend plus de moi. Maxime se leva si brusquement que sa chaise heurta le mur. C'est n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec ce fonds, moi. C'est toi qui as dépensé l'argent, Maxime, dis-je doucement. Le food truck, la marque de vêtements, la crypto. C'était mon héritage. Je ne savais pas d'où venait l'argent. Maintenant, tu le sais. Jean-Pierre se tourna vers Thérèse.
Son visage se décomposait. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père comme un homme qui comprenait qu'il venait de perdre quelque chose qu'il ne pourrait jamais racheter. Maman, s'il te plaît. On est ta famille. Thérèse se leva lentement. Elle mesurait 1,60 m et avait 81 ans, et à cet instant, elle était la personne la plus impressionnante de la pièce. Élodie est ma famille, dit-elle. Elle passe son temps à nettoyer vos dégâts depuis 10 ans. Elle a fait vos impôts. Elle a organisé vos dossiers. Elle a construit vos tableurs. Et vous l'avez remerciée en volant son héritage et en lui disant qu'elle n'était pas assez intelligente pour s'en apercevoir. Elle me regarda. Elle s'en est aperçue. La sécurité les raccompagna vers la sortie. Béatrice s'arrêta à la porte et m'attrapa le bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. « Tu crois que tu as gagné » siffla-t-elle. « Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. » J'ai retiré sa hand délicatement, de la même manière que je fermerai un grand livre à la fin d'un long audit. « Je suis expert comptable, Béatrice, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un. J'ai juste besoin d'être exact. » La porte se referma derrière eux. Plus tard, Thérèse et moi étions assises sur la terrasse de sa maison bourgeoise, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. L'air sentait le sapin et l'eau du lac, et quelque part au loin, une cloche de vache résonnait dans l'alpage. « Tu es triste, dit Thérèse. »« Oui, répondis-je. »« C'est normal. Tu n'as pas seulement perdu un père aujourd'hui. Tu as perdu l'idée que tu te faisais de lui. » Elle posa sa main sur la mienne. « Ta grand-mère Madeleine aurait été si fière de toi, dit-elle. Elle disait toujours que tu étais la seule à avoir compris que l'amour n'est pas un sentiment. C'est un bilan comptable. Et les gens qui t'aiment sont ceux dont les chiffres correspondent toujours aux actes. » 8 mois plus tard, le fonds fiduciaire a été reconstitué grâce à la saisie des comptes de Jean-Pierre et Béatrice. Le parquet a engagé des poursuites. Jean-Pierre a plaidé coupable de détournement de fonds et a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à une restitution totale. Béatrice a contesté les faits et a été jugée. Elle a été condamnée pour faux, usage de faux et escroquerie. Maxime n'a pas été inculpé, mais il a perdu sa part d'héritage suite à la clause de malversation. J'ai quitté Lyon. J'ai ouvert mon propre cabinet d'audit de fraude à Annecy, dans un petit bureau au-dessus d'une librairie. Ma première cliente était une femme dont l'ex-mari avait caché des actifs pendant leur divorce. J'ai trouvé 340 000 € dans une société écran enregistrée à l'adresse de sa mère. L'affaire a été réglée en 9 jours. Thérèse et moi avons passé les vacances de Noël à Biarritz. Elle a commandé un vin blanc face à l'océan et apporté un toast à la mémoire de ma grand-mère. J'ai fait de même. Mon père m'a appelé le mois dernier. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai mis le téléphone en sourdine, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis remise au travail. Les chiffres ne mentent pas. Les gens mentent. Et si vous êtes assez patient, assez honnête et assez précis, les chiffres vous diront exactement qui a menti et depuis combien de temps. La compétence n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin d'un tableur et d'un peu de temps.